Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Espace littéraire. Collection dirigée par Maggie Albet. Dernière parution. Ida Juncker, Le monde de Nina Berberova 2012. John Baud, Jean Giono de Colline à que ma joie demeure, Le temps suspendu, Le tout retrouvé 2012. Eliane Ity, Madame d'Acier, Femme et savante du grand siècle 1645 à 1720, 2012. Victor Montoya, Les contes de la mine. Conversation avec le Tillot, traduit de l'espagnol par Émilie Baudet 2012. Nathalie Aubert, Christian d'Autremont, La conquête du monde par l'image 2012. Claude Frioux, Le chantier russe. Littérature, société et politique. Tome 3, écrit 1969 à 1980 2011. Ricardo Romera Rosas, Jorge Luis Borges et la littérature française 2011. Déborah Monsieur S., Palimpseste dans la poésie. Roubaud, Dubouchet, etc., 2011. Alexandre Ivanovitch Kouprine, traduit du russe, introduit et annoté par Françoise Wintersdorf-Fèvre, Récit de vie dans la Russie tsariste, 2011. Pascal Geta Btllon2, La blessure du réel, 2011. Jacques Pezeumasssabuau, Jules Verne et ses héros, 2011. Samuel Rovinski, Cérémonie de caste, traduit de l'espagnol par Roland Feil, 2011. Myrtha Yanez, Blessure ouverte 2011. Jean-Michel Lou, Le Japon d'Amélie Nothomb 2011. Serge Bourgea, Paul Valéry, La Grèce, l'Europe 2011. Masha Itzhaki, Aaron Appelfeld. Le réel et l'imaginaire 2011. Franz-Antoine Lecomte, Sous la Dire, Jacques Roumain et Haïti, La mission du poète dans la cité 2011. Juan Manuel Marcos, L'hiver de Gunther 2011. Alexandre Herry, Passage du traduire, Henri Méchonic et la Bible, 2011. Charles Weinstein Pouchkine. Choix de poésie, 2011. Avant-propos. Les objectifs de cet ouvrage ont été annoncés au dos de la couverture, il n'est donc pas nécessaire d'y revenir. Le lecteur sera sans doute heurté, voire choqué, de se voir souvent transporté d'un continent à un autre et de changer soudainement de siècle. C'est volontaire. En effet, quel que soit le site visité ou quel que soit le temps du voyage, nous allons rencontrer une situation de base qui est toujours identique, même si elle se déroule dans des circonstances qui sont, elles, bien différentes. Dans toute littérature de ce type, on voit un Européen débarquer chez l'autre. Il n'est donc plus chez lui. Mais pour tenter de comprendre les comportements de cet étranger qu'il ne connaît guère, il ne peut faire autrement par une sorte d'ethnocentrisme spontané, que de se fier à son propre système de représentation, à son code culturel, qui dans la plupart des cas sont inadéquats et incapables de décrypter correctement ce qui se passe réellement lors de ses premières rencontres. Il en sera de même pour cet autre qui est chez lui, quand il voit s'approcher cet étranger que nous sommes. Et lorsque plus tard, à partir du XVIIIe siècle, cet autre débarque à son tour en Europe pour la visiter, il se retrouve confronté au même problème. Ainsi, comme nous allons le voir dans les pages qui vont suivre, si cette première rencontre peut à l'occasion se dérouler de façon satisfaisante, dans la plupart des cas, elle est la source de malentendus qui iront en se prolongeant. Pourquoi ? Parce qu'elle se heurte sans cesse, quelles que soient les cultures et les périodes en présence, au même obstacle, celui d'un décodage hasardeux ou impossible, qui est assez facile à comprendre si l'on se souvient qu'au moment de cette rencontre, les deux parties ne vivaient pas dans le même temps ni dans une même culture. Il faut ajouter que du fait d'une avance technologique indéniable, ceux qui connaissaient les armes à feu et ceux qui n'en avaient pas, ces rencontres ont été souvent inégales, et elles se sont déroulées dans un scénario de dominant à dominé. De cela, l'occidental n'a pas toujours une conscience bien nette et il ne se rend pas véritablement compte de l'impact qu'il provoque chez l'autre. Il est dans son propre monde, il a de la peine à percevoir celui des populations auxquelles il se retrouve confronté. Il ne peut donc, en dépit de louables efforts, appréhender cet univers si mal connu qu'à partir de ses propres critères, et son récit nous propose un découpage des horizons, inscrit des façons de voir, projette les fantasmes de l'occidental que nous sommes sur cet autre qui fonctionne, ce qui n'était pas prévu dans ce programme de découverte, à la façon d'un miroir. Dans bien des cas,
La littérature des voyages nous en apprend beaucoup plus sur nos propres sociétés, sur l'histoire de nos sensibilités, que sur celles que nous essayons pourtant de mieux connaître. On ne peut voir qu'avec les yeux de son temps. En outre, ces récits se déroulent dans un contexte de colonisation. Ils y participent en profondeur en assumant le rôle d'une avant-garde, en procédant très tôt à la fabrication de stéréotypes, en suscitant des vocations impériales, voire en forgeant des mentalités du même type. Mais ils sont aussi capables de nous mettre en garde, en nous posant des questions qui demeurent très embarrassantes quant à la nature de ces vocations. Il nous restera donc en conclusion, à définir la nature et la fonction de ce genre littéraire si particulier. En tout état de cause, étant donné l'immensité de ce domaine, il ne pourra s'agir ici que d'une sélection. Enfin, vous serez sans doute surpris par l'abondance des citations, car ce livre en est truffé, ce qui s'explique assez bien. On ne peut pas parler de cette forme de littérature sans s'appuyer sur des faits, sur des documents aussi précis que possible. Citer, c'est laisser la parole à un récit après l'avoir situé dans son contexte de production. Ces citations, vous les retrouverez à la fin du volume sous une forme simplifiée par exemple. Numéro 12. Pour retrouver la citation complète, veuillez vous reporter à quelques références bibliographiques, page 287. Je vous propose donc, en 12 étapes, un voyage dans ces littératures du même nom. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne route. Première étape, la PREPARATION au voyage, 1. Les découvertes maritimes et terrestres, et les débuts de l'installation. Sommaire. Un voyage ne peut se concevoir sans sa préparation. Cela se fait dans l'enthousiasme. On va se documenter, lire les cartes et récits de tous ceux qui se sont engagés dans une même aventure. Assez curieusement, alors que cela va jouer un rôle crucial lors de la première rencontre, on ne se soucie guère de savoir quelles politesses sont en usage dans ces pays lointains que l'on va visiter. Cela n'apparaîtra qu'au XVIIe siècle. L'examen attentif des objets, cadeaux que l'on embarque à bord nous renseigne sur les images que l'on se faisait alors de l'autre avant même de l'avoir rencontré. D'autres problèmes apparaissent, tels que celui de la brutalité des rapports existant alors entre un capitaine et son équipage, laquelle va se répercuter sur les indigènes lors du débarquement. En ces débuts de l'exploration et de la conquête, la violence domine ainsi en Amérique latine. Mais l'on débat fortement des finalités de ces expéditions, ce qui fait apparaître une contradiction flagrante entre un désir de s'enrichir et des desseins plus nobles. On se pose la question d'une formation préalable du voyageur. Enfin, avant de passer à l'étape suivante, on se penche sur le problème central du commanditaire. Il doit se situer par rapport à des enjeux stratégiques, qui sont ceux des puissances européennes alors en rivalité. Le voyageur doit s'incliner devant ses volontés, il devient souvent le simple exécutant d'une volonté coloniale. Mais qui sont ces explorateurs? Comment se prépare-t-on à des expéditions maritimes? Mais qu'allait-il faire dans ces galères? Pourquoi se lancer dans de telles aventures maritimes ou terrestres? Pourquoi aller risquer sa vie si loin alors qu'on est si bien chez soi, dans le confort douillet de sa maison? Dans tout voyage, il y a un désir ardent de s'arracher à la grisaille du quotidien, à une vie où tout semble réglé à l'avance. Il s'agit de se dépayser. Le voyage a ceci de merveilleux qu'il nous invite à sortir des bornes du raisonnable. Il implique toujours un petit brin de folie, une course vers le large, vers des ailleurs où l'on pense que l'on pourra mieux respirer. Mais de façon paradoxale, ce désir de s'en aller a quelque chose de fortement angoissant, puisque cela représente un saut dans l'inconnu. Partir, c'est mourir un peu, comme le disait une vieille chanson. Ainsi, on va tenter de calfeutrer cette peur montante en préparant ce voyage, en faisant ses malles avec le plus grand soin, si ce n'est dans un certain affolement, empiler vêtements adaptés et médicaments ad hoc, à tel point que l'on peut se demander si à l'instant même où l'on se retrouve sur le quai, une partie du voyage n'a pas été déjà faite, puisque l'on prévoit par anticipation ce que l'on prétend découvrir en toute fraîcheur. Aujourd'hui, les pays dans lesquels nous nous rendons sont assez bien connus. Ils ont été parcourus et visités. Autrefois, le voyage avait un tout autre sens. Et avant de nous lancer dans ce voyage dans la littérature des voyages,
Il n'est pas inutile de passer en revue tous les personnages qui tout au long de ces pages et sur ce théâtre de l'exploration vont venir nous proposer leurs témoignages. Sortant d'un coin de la scène, nous verrons apparaître une série d'acteurs hauts en couleur. Le marchand, le capitaine du navire, le navigateur, les matelots, les gens d'église, le soldat avide de gloire et de conquête, le naturaliste amoureux des beautés de la création, l'homme de science, l'ethnographe en herbe, et le simple aventurier qui se demande qu'est-ce qu'il est bien venu faire en ces lieux. Suit une caravane, menée par un guide, qui porte les bagages du blanc. Il y a aussi l'explorateur solitaire qui n'a pas la moindre envie de s'encombrer, pour son périple, d'autres Européens. C'est un monde d'hommes, les femmes n'apparaîtront qu'à la fin de ce spectacle. Tous sont vêtus, bien entendu, selon la mode de leur temps. Mais ce qui frappe beaucoup, c'est qu'un seul de ces personnages peut jouer simultanément plusieurs rôles à la fois. Ainsi un homme d'église peut-il se muer en un ethnologue amateur. En outre, leurs propos et leurs motivations varient à l'infini. Celles du missionnaire sont bien différentes de celles d'un marchand. Du côté opposé de la scène, on verra apparaître une seconde série de personnages, que par commodité nous appellerons l'autre, c'est-à-dire tous ceux et toutes celles que nos voyageurs vont rencontrer pour la première fois de leur vie. Ainsi surgissent d'un passé proche ou lointain les géants patagons de Magellan, les mandarins chinois de Ritchie, les Vaïnés de James Cook, les Indiens de Lewis et Clark, la Vénus hottentote, les Zoulous de Finn et j'en passe. Dans la plupart des cas, cet autre nous est présenté sur la scène de l'histoire tel que l'explorateur croit l'avoir vu. C'est donc sa version de la rencontre. Mais souvent, ces témoignages se verront contredits par ceux qui les ont vécus au même instant. Nous leur laisserons la parole. Dans les coulisses et tirant les ficelles de ce spectacle, il y a les grands, des papes, des rois, des compagnies commerciales, des organismes scientifiques. Et dans le trou du souffleur, vous pouvez apercevoir la tête du narrateur, l'auteur de ce récit qui ne se confond pas toujours avec le voyageur. Il parle pour lui. Il lit un texte qu'il lui a dicté à moins que l'éditeur n'y ait mis sa main pour rendre la chose plus plaisante, plus attrayante. Et nous sommes ce vaste public, assis dans nos fauteuils, qui ne demande qu'à être séduit ou étonné, puisque la littérature des voyages a toujours été un genre très populaire. Vient ensuite, après de multiples aventures, le récit de ce voyage. Les peurs une fois surmontées, le périple une fois effectué, il se déroule et se déploie avec toute l'assurance requise et semble fait pour nous donner envie de hisser la voile. Sinon, on ne voit pas très bien pourquoi il serait publié. Il agit comme un guide d'aventure à venir, et comme un appel à l'audace. Et si nous ne partons pas, il aura au moins l'extrême avantage de nous communiquer ses frissons. Il fonctionnera bien au chaud comme un voyage autour de notre chambre. Le modèle du genre en la matière, et il fera école, c'est le texte de Marco Polo dicté à Rustichello en 1298, publié en 1307, Le devisement du monde, le livre des merveilles. Au travers d'une ambassade qui le mène de Venise auprès du Grand Khan, son auteur prétend nous faire découvrir l'Arménie, la Géorgie, la Perse, le Tibet, la Chine, l'Indochine, le Japon, Madagascar et Java. Une expédition à vous couper le souffle. Ce sera le livre de chevet de ces colons et de beaucoup d'autres. Dès les premières lignes, nous sommes prévenus car ce récit entend bien nous plonger dans l'ébahissement le plus béat. Seigneurs, empereurs et rois, ducs et marquis, comtes, chevaliers et bourgeois, et vous tous qui voulez connaître les diverses races d'hommes et la variété des diverses régions du monde et être informés de leurs us et coutumes, prenez donc ce livre et faites-le lire, 38, page 39. Nous retrouvons le même ton charmeur dans les dernières lignes de ce chef-d'œuvre de l'émerveillement. Et je vous dis encore que le dit messire Marco Polo, qui vit tout cela, a raconté comment il recueillit plusieurs fois cette farine, la pétrit en un pain très bon à manger, page 23. Ainsi, nous retrouvons bien dans ce pain un petit brin de folie. La première chose que le voyageur va emporter avec lui, c'est d'abord une bonne dose d'enthousiasme. En effet, ce qui passionne plus particulièrement les hommes de l'époque de Polo et plus tard ceux de la Renaissance, c'est le sentiment fort exaltant qu'il existerait donc des mondes inconnus. Jusqu'ici, c'est-à-dire tout au long du Moyen Âge, on en avait rêvé. Mais maintenant, avec les progrès de la navigation, on veut partir à leur découverte. C'est donc cette envie irrésistible d'aller vers l'inconnu, qui va venir aiguillonner les grands voyageurs et les puissants du moment. Tout ceci a été bien analysé par un historien anglais, Stephen Greenblatt I. Il considère que l'homme de la Renaissance a su conserver une extraordinaire faculté d'émerveillement,
qui sera vite supplanté par l'appât du gain, ou un désir de puissance et de domination sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Il est vrai que certains auteurs nous le disent avec une étonnante candeur, et non sans quelque drôlerie, ainsi Sébastien Brandt en 1494-2. Il doit avoir l'esprit tant soit peu fêlé celui qui utilise sa grande intelligence et son zèle au travail pour explorer la terre, les régions et les villes, et le compas en main, chercher à mesurer combien grande est la terre en largeur et en longueur, et jusqu'où va la mer, comment au bout du monde, l'océan se retient et ne s'écoule pas au fond d'une vallée, et si l'on pourrait faire le tour entier du monde. Quel peuple on pourrait voir sous tous les méridiens qui ficellent la terre, S'. Il existe des gens qui marchent sous nos pieds, ou si rien ne vit plus à l'envers de la terre, comment aux antipodes on peut tenir debout sans retomber en l'air avec la tête en bas, comment on évalue la grandeur de la terre avec un long bâton. Page 23. Mais avant de partir, encore faut-il se documenter, en consultant les relations de voyage des prédécesseurs. Pendant très longtemps on a fait confiance aux textes des anciens, qu'il s'agisse d'Aristote, de Ptolémée, d'Hérodote, de Strabon ou de Pline. Peu à peu, au fur et à mesure que l'on découvre de nouvelles terres, cette confiance va aller en s'émoussant. On va se tourner vers des écrits plus récents. Dans la préparation au voyage, au début, on ne s'est guère préoccupé du problème des politesses. Et pourtant, comment peut-on prétendre entrer en communication avec quelqu'un si l'on ne sait même pas comment il faut s'y prendre dans sa culture pour lui dire bonjour? Mais comment pourrait-on résoudre ce problème, tant que l'on ne connaît à peu près rien de ce pays et de son code de savoir-vivre? Par ailleurs, et toujours par ignorance, on estime que la civilisation et les bonnes manières c'est pour nous, l'autre n'étant encore envisagé que comme un être fruste et grossier, un sauvage. On va donc remettre le problème à plus tard, et l'on part en se disant, on verra sur place. Il en résultera, comme nous le verrons, d'étranges avatars qui mettront la rencontre en péril. Le problème est d'autant plus important que dans nombre de sociétés précoloniales, il occupait une place beaucoup plus importante que dans la nôtre, où l'on se contente à tout prendre d'un code assez sommaire de salutation. En Afrique noire, avant l'arrivée du blanc et encore de nos jours, les greetings s'organisent comme un rituel où chacun des deux interlocuteurs se situe par rapport à l'autre en déclinant son système lignagé. En Extrême-Orient, d'autres rites fort complexes étaient de rigueur. Pourtant, en multipliant leurs voyages, les Européens vont finir par accorder à ce problème toute la place qu'il mérite, et l'histoire de ces littératures en témoigne abondamment. C'est pourquoi nous vous proposons maintenant de vous déplacer au Japon, au XVIIe siècle, ce qui nous permettra de mieux voir à quel point les attitudes ont pu changer. Dans sa vraie description du puissant royaume du Japon, en 1636, François Caron IX propose à ses lecteurs de se poser pas moins de 31 questions auxquelles, à partir de sa connaissance de la langue et du pays, il y a vécu plus de 20 ans et a épousé une japonaise, il fournit ses propres réponses. Les interrogations portent sur de multiples sujets, sur leurs mœurs et coutumes, leurs institutions politiques, leurs temples et leurs sectes, la situation des chrétiens, leur moralité, leur commerce, etc. Pourquoi toutes ces informations, qui constituent par ailleurs un document extraordinaire sur la vie au Japon au XVIIe siècle? Certainement parce que Caron estime qu'on ne peut pas se rendre dans un pays aussi raffiné les mains dans les poches, faute de quoi l'on se comportera comme un incorrigible gaffeur. Il s'agit en quelque sorte d'un guide de voyage. Caron est un homme d'affaires important pour son époque, puisqu'il a occupé des fonctions de premier plan à la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Si un marchand se rend au Japon ou en Chine sans respecter à la lettre les codes de politesse et l'étiquette si pointilleuse de l'Extrême-Orient, il n'a aucune chance de réussir, et en outre, ce qui existe encore de nos jours, il sera fort mal reçu. Mais ce n'est pas tout. En mars 1635, Caron vient d'être nommé directeur général aux Grandes Indes pour Messieurs la Compagnie de France. Il rédige donc de sa main, ce qui est assez cocasse, un mémoire pour l'établissement du commerce au Japon, dressé suivant l'ordre de M. Colbert, à savoir une seconde série de conseils destinés à sa propre personne, à titre d'exemple, à l'occasion d'une mission commerciale qu'il doit effectuer en ce pays. Cette instruction donne des indications sur la route à suivre, et sur l'image qu'il convient de donner de la France et de sa religion. Comme Caron est protestant, on voit alors sa plume se livrer à un certain nombre de contorsions. Puis vient le moment de l'ambassade,
et le sort particulier réservé à une lettre de créance qu'il a lui-même rédigée pour le roi, laquelle sera enfermée dans une cassette, puis déposée dans un palanquin afin que l'on puisse l'acheminer en procession auprès de l'empereur, car nous dit Caron au sujet de cette étiquette. Leurs mœurs et leurs coutumes ont 1000 choses tout opposées aux nôtres. Ils les estiment, et ils méprisent au contraire ce que nous suivons. L'unique moyen d'être respecté et considéré parmi eux, c'est de se faire à leur manière, comme une longue expérience l'a montré. Page 238. Sans tenir à l'aspect plaisant ou anecdotique de cette description, cela reviendrait à passer à côté de quelque chose d'important. Caron, qui est un fin connaisseur du Japon, sait fort bien que le non-respect des politesses et salutations propres à cette culture ne peuvent qu'entraîner des phénomènes de rejet. L'Européen en ce cas, est perçu comme un être d'une incroyable grossièreté. Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi on se donnerait du mal pour bien le recevoir. Il ne s'agit pas seulement dans son esprit, de réussir une transaction commerciale, mais aussi et en même temps de témoigner du respect envers une civilisation qu'il admire. Mais beaucoup de voyageurs ne vont pas se comporter comme lui. Cette absence d'une reconnaissance d'un système de politesse est un obstacle à une rencontre. Et le malentendu se poursuivra, au Japon comme ailleurs. En 1795 en Chine, nous voyons un marchand, Aeneas Anderson, s'en plaindre amèrement. Nous entrâmes à Pékin comme des mendiants, nous y séjournâmes comme des prisonniers et nous en sortîmes comme des voleurs. 3 page 273. C'est que lui et ses confrères avaient refusé de se plier aux indispensables courbettes que l'on devait effectuer devant des personnages importants, ce qui leur avait valu une si piètre accueil, à l'instant même où les jésuites étaient fort bien reçus parce que, ayant les reins plus souples, ils s'y prêtaient de bon cœur. L'orgueil de l'occidental, sa morgue peuvent lui jouer de mauvais tours. Un romancier africain comme chinois Acheb, décrivant l'arrivée des Européens à la fin du siècle dernier, nous montre bien à quel point les anciens étaient choqués par la désinvolture de blancs qui ne tenaient aucun compte des salutations africaines, ainsi dans le monde s'effondre. Revenons en arrière. Dans les périodes antérieures à celles que nous venons de parcourir, la préparation au voyage ne soulevait pas encore de telles questions, car on ne savait pas grand-chose sur ces pays que l'on voulait explorer. Se poser le problème des politesses de l'autre, cela impliquait un certain savoir sur lui. Cela ne faisait donc pas encore partie de la préparation au voyage. Il nous semble que la pratique d'études contrastives, dans le temps comme dans l'espace, nous permet justement d'explorer tout ce qui peut séparer une période historique d'une autre. Pourtant, en des temps plus reculés, on se documente du mieux que l'on peut avant de hisser la voile, et la préparation au voyage pouvait donner lieu à d'énormes compilations. Michel Mola, remarquable historien de cette époque, dans Les explorateurs du XIIIe au XVIe siècle, Premier regard sur des mondes nouveaux 4, nous cite le cas de Gomès et Anis de Zurara qui au milieu du XVe siècle, dans sa chronique de Guinée, cite pas moins de 23 auteurs, alors que ce voyage, il ne l'a jamais fait, se contentant de l'effectuer dans sa bibliothèque. Mais il ne représente aucunement une exception par rapport aux véritables voyageurs. Colomb, avant de partir, avait lu tous ces auteurs. Et cela est encore plus vrai pour un grand explorateur qui l'avait précédé, Henri le Navigateur, 1394 à 1460, quel homme! Quel chercheur étonnant! À Sagres, il avait installé un arsenal, un observatoire et une école cartographique où il avait réuni tous les gens de savoir de son époque. Des astrologues, des navigateurs venus de toute l'Europe. C'est dire si la question le passionnait. Ceci se déroulait à un moment où le Portugal se lançait à la découverte des terres africaines. On embarquait aussi des instruments de navigation, des cartes, des portulans illustrés d'êtres fabuleux et de chimères dont la fiabilité était douteuse. À cela s'ajoutaient le cadran et l'astrolabe. À midi, on relevait la hauteur du soleil pour connaître la latitude à laquelle on se trouvait, en se repérant par rapport à lui, à moins que ce ne soit par rapport à l'étoile polaire ou la croix du Sud. Mais si la mer était mauvaise, le roulis rendait toutes ces mesures aléatoires. Ainsi, en ses débuts, la navigation au travers des grands océans demeure-t-elle une formidable aventure. On emportait également les idées de son époque, à savoir les images que l'on se faisait alors de ces terrae incognitae. Mais ici, il nous faut tout de suite préciser qu'il n'est pas question dans cette première étape de notre voyage, de traiter à fond de ce problème si complexe. Nous ne cesserons de l'aborder tout au long de ce livre.
Contentons-nous pour l'instant de rappeler que pendant fort longtemps, ces systèmes de représentation étaient très mythiques, puisqu'à titre d'exemple, on considérait que les parties du globe terrestre non encore explorées devaient être chrétiennes, qu'un prêtre Jean devait régner quelque part en Afrique et qu'en tout cas le paradis existait réellement, c'est du moins ce que pensait Christophe Colomb ou Sir John Mandeville. Il fallait donc le retrouver à tout prix. Mais rapprochons-nous maintenant du Victoria, le navire de Magellan 46, pp 121 à 122, pour voir de façon aussi concrète que possible ce qu'on l'on va embarquer à bord. Nous sommes en 1520. En voici une liste. 900 miroirs, petits et grands, 20 000 clochettes, 400 douzaines de couteaux, 50 dizaines de ciseaux, des bracelets, des peignes, des mouchoirs de couleur, de la verroterie et des perles. Serions-nous en présence d'un inventaire à la façon de J. Prévert ? Non. Il s'agit de cadeaux destinés à amadouer les indigènes que l'on va rencontrer. Cette liste est révélatrice des images que l'on se faisait alors des hommes que l'on souhaitait rencontrer. Babioles, colifichets, brimborions, sortes de jouets bon marché que l'on destinerait normalement à des enfants et non à des adultes civilisés. Il faut encore y ajouter sur un mode plus agressif, 58 canons, 3 mortiers et 7 falconettes. Ces armes disent bien une certaine peur. Voilà quel est le matériel emporté par Magellan à bord de sa flotte, pour prouver que la Terre est bien ronde. Bien entendu, on embarque aussi des vivres, de l'eau douce que l'on va utiliser parcimonieusement, des animaux vivants, etc. Mais ce métier est dangereux. Magellan périra dans une embuscade, non sans avoir accompli un vaste périple. Un seul de ces navires rentrera au port en 1522. Quoi qu'il en soit, cette expédition financée par Charles Quint a été préparée jusque dans les moindres détails. En cette période de ferveur religieuse, on ne se prive pas non plus de la cérémonie de la bénédiction des nefs. Quand Vasco de Gama quitte le port, comme il nous le raconte dans sa relation du premier voyage aux Indes, 1497 à 1499, 13, page 16, on organise une procession, cierge à la main, à l'issue de laquelle tout le monde s'agenouille pendant que l'on fait à voix haute une confession générale de tous les participants. La peur est toujours là. Car l'on redoute qu'un marin, en amenant ses péchés à bord, ne vienne attirer une malédiction sur la nef. Enfin, à cette époque, mourir noyé représentait une atroce malédiction, puisque l'océan était perçu comme la porte de l'enfer puisque l'on ne connaissait rien de ses profondeurs. Vient ensuite le problème de l'équipage. Magellan, comme beaucoup d'autres, le forme avec des gens de sac et de corde, des forbans, des hommes recrutés plus ou moins de force. Ainsi, dans ces voyages au long cours, comme dans les expéditions terrestres qui viendront plus tard, si certains, les chefs, partent de leur plein gré et en connaissance de cause, d'autres, j'entends ceux qui les suivent, s'y retrouvent souvent contraints et sans la moindre motivation. À l'époque des grandes découvertes, recruter un équipage n'est pas un mince problème. Dans son journal de bord, 1492 à 1493, nous apprenons que Christophe Colomb qui est alors à Pallas doit se rendre à Cadix et à Séville pour trouver les hommes qu'il lui faut. Mais à vrai dire, sur les 120 hommes de cet équipage, une cinquantaine sont des gens étrangers à la vie de marin, gentilshommes de cour, fonctionnaires civils, soldats, valets et quelques délinquants libérés conformément à l'usage de l'époque qui accordait la liberté aux condamnés à condition qu'ils acceptent de servir dans les escadres royales. Comme on s'en doute, il connaîtra beaucoup de conflits avec ces hommes, ainsi avec Alonso Pinzon qui le quittera le 21 novembre 1492 à l'encontre de la volonté de l'amiral, par avidité de lucre, pensant trouver beaucoup d'or, 11 page 19. En outre, les conditions de vie à bord sont souvent insupportables, avec une discipline des plus brutales, une nourriture infecte, l'absence du moindre confort, la solitude, l'extrême exiguïté des lieux, les tempêtes, sans parler des fièvres et autres maladies, tout particulièrement le scorbut, dû à des carences alimentaires et qui déciment les équipages. Aussi les révoltes sont-elles fréquentes. Magellan connaît aussi ce genre de difficultés. Une mutinerie avait éclaté à bord en avril 1520. On avait dû débarquer 2 mutins. Un navire avait déserté la flottille pour rentrer en Espagne. Quant à Colomb, comme ces hommes étaient excédés par une navigation interminable dans des conditions climatiques plus qu'éprouvantes pour tenter de les calmer, il avait donné des indications mensongères sur la position de ces navires. Ainsi pouvons-nous lire dans ce journal de bord, à la date du lundi 10 septembre 1492, « Il fit 60 lieues de jour et de nuit,
à raison de 10 000, c'est-à-dire 2 lieues par demi-heure, mais il ne compta que 48 lieues pour que les hommes ne s'aigrissent pas à cause de la longueur du voyage. Idée page 103. Ainsi, quel que soit le type d'expédition envisagé, un même problème demeure, celui de la relation entre le responsable de ce voyage et ceux qui le suivent, de bon gré ou non. Colomb tente souvent de négocier, non sans mal. Tout ceci est plus important qu'il n'y paraît, et dépasse le simple niveau de l'anecdotique. En effet, la relation instaurée de la sorte entre le capitaine et ses matelots sera déterminante. Pourquoi ? Parce que la relation de violence existant entre ces hommes est la source de grandes tensions. On peut dire que c'est la seule qu'ils connaissent si bien qu'une fois débarqués, ils vont être tentés d'établir le même genre de contact avec les indigènes. Prenons encore le cas de Colomb, lequel a connu de grandes difficultés avec ses équipages. Le texte de son journal de bord nous dit qu'il défendit toujours à ses compagnons n'importe où qu'ils se trouvent, d'offenser quiconque sous n'importe quel motif, ou d'enlever l'une ou l'autre chose aux indigènes contre leur volonté, mais au contraire de payer tout ce qu'ils recevaient, page 38. Mais, si l'on se souvient du mode de recrutement de ces matelots, il n'est pas étonnant que l'amiral ne soit pas toujours parvenu à faire respecter sa loi. Aussi se plaint-il le 22 décembre 1492 de membres de l'équipage qui volent les indigènes, quitte à dépouiller entièrement les Indiens de ce qu'ils possédaient sans rien donner en échange. Page 149. 2. À propos du projet d'exploration, quelle relation souhaite-t-on établir avec l'autre et pourquoi faire ? En quelque sorte, et en tenant compte de la rudesse des mœurs de l'époque, tel maître, tel serviteur, car les premiers n'épargnent pas les derniers. Les punitions sont lourdes, allant du fouet et autres douceurs au débarquement. Il en résulte que ces équipages, dans leur premier contact avec les indigènes, ne peuvent que reproduire ce qu'ils vivent au quotidien, à savoir le seul type de relation qu'ils pratiquent entre eux ou avec leur commandement, des rapports reposant sur la violence et la domination. Ainsi Vasco de Gama, toujours dans sa relation du premier voyage aux Indes, 1497 à 1499, nous parle-t-il d'une façon très particulière de sa façon de traiter les naturels au Mozambique. Quand il fit nuit, le capitaine fit mettre à la question, au moyen de l'huile bouillante, 2 des morts que nous avions amenés avec nous, pour qu'ils puissent dire qu'ils avaient tramé quelque trahison. 13, page 61. Il s'agit bien sûr de personnages suspects qui sont des guides interprètes. Qui ne se souvient du sort réservé par Francisco Pizarro 30 ans plus tard, en 1532, à Atahualpa, empereur des Incas au Pérou ? Ne s'agit-il pas là encore d'une violence endémique ? 180 Espagnols, lors d'une première rencontre avec le roi, lui tendent une sorte d'embuscade, un prétendu banquet, alors qu'il s'avance escorté de 6000 soldats sans armes en signe de paix. Là-dessus, un dominicain, frère Vicente Valverde, tente de lui expliquer le mystère de la Sainte Trinité. Après quoi il lui aurait tendu une Bible en lui disant « Voici la parole de Dieu ». Atahualpa aurait jeté le livre à terre, sentant bien qu'on voulait le soumettre. Selon d'autres versions 5, il aurait déclaré « Nous avons aussi nos dieux ». Quoi qu'il en soit, le frère aurait répliqué « Tombons sur eux, je vous donne l'absolution ». Ces propos furent suivis d'un massacre général, avec charge de cavalerie et artillerie, et l'empereur fut fait prisonnier. Enfermé dans une cellule, il promit à Pizarro de la remplir d'or et d'argent pour obtenir sa libération. On le laissa faire, puis en août 1533, après un baptême forcé, il sera étranglé par ses geôliers. Cette image d'un roi mourant dans une masse de trésors accumulés pour une liberté perdue a quelque chose de poignant. La brutalité la plus extrême sévit partout, et ce que William Prescott nous raconte dans La mort de l'Empire aztèque à propos de la prise de Mexico est du même ordre. On y voit Cortés déployer son grand étendard noir en velours et brodé d'or avec une croix rouge en son milieu où l'on peut lire la légende suivante. « Amis, suivons la croix, et si nous avons la foi, nous vaincrons par ce signe. » 6. Puis on brise les représentations des divinités aztèques, que l'on fait dégringoler du haut des temples sacrés pour les remplacer sur le champ par un autel chrétien surmonté d'images de la Vierge et de l'Enfant Jésus. Enfin, on organise une procession solennelle à laquelle les Indiens doivent assister. Ils écoutaient dans un profond silence, s'il faut même croire le chroniqueur, témoin oculaire, ils fondaient en larmes. Page 20. Cette première rencontre avec le Nouveau Monde s'est donc déroulée dans des conditions lamentables, car on peut y déceler, par-delà une violence inouïe,
un mépris de l'autre et un désir de la servir en détruisant sa culture pour la piller. On peut parler sans excès d'un désastre historique. Et l'on sent bien qu'en fait de préparation au voyage, on ne l'a faite que sur un plan proprement matériel, et qu'au début de ces explorations, on ne s'est guère posé de questions quant à ses véritables finalités, ce qui nous explique ce déchaînement de violence attisé par l'appât du gain. N'oublions pas non plus que ceci se déroule peu de temps après la Reconquista, période durant laquelle on a vu l'Espagne chasser juifs et musulmans de son territoire, ensuite à la chute du califat de Grenade en 1492, l'année même où Colomb découvrit l'Amérique. Ainsi, cette violence a-t-elle un aspect revanchard, elle correspond aussi à la rudesse des mœurs régnantes à bord, et à une frustration accumulée tout au long d'une interminable et dangereuse navigation, qui va se traduire, lors du débarquement, par un véritable défoulement. Ce que l'on perçoit également, à cette époque, c'est la faiblesse du projet exploratif. Les hommes de Pizarro ou de Cortés prétendaient convertir les sauvages à la foi chrétienne, mais en fait, c'est surtout l'or et diverses formes d'esclavage qui les attiraient dans ces parages. De la sorte, le discours sur une vocation à la christianisation ne parvient-il pas à dissimuler une cupidité que les responsables de ces explorations font partager à des hommes de conditions plus que modestes, à des équipages qui n'ont connu que la plus noire misère. La médiocrité du recrutement a pour corollaire le mépris dans lequel on tient ceux que l'on va rencontrer. Matelots ou sauvages, ils ne méritent pas mieux, c'est bien bon pour eux. À vrai dire, c'est pour cela que les découvreurs de l'époque de Colomb proposent un double discours, tout à la fois lénifiant et prétendument chrétien, et en fait générateur de violences inassouvies. Voici par exemple ce que nous trouvons dès 1492 dans le journal de bord de Colomb. Dans son prologue, il célèbre la Reconquista, la chute de Grenade, le départ forcé des Juifs et des musulmans. Et c'est en ces termes qu'il désigne les monarques espagnols, Vos Altesses, en qualité de chrétiens catholiques et de princes amis et propagateurs de la sainte foi chrétienne et ennemis de la secte de Mahomet et de toute idolâtrie et hérésie. 11 pp 32. Il se présente donc en loyal sujet, chargé d'une mission civilisatrice, mais à la date du 11 octobre 1492, le discours se fait beaucoup plus abrupt à propos des indigènes qu'il vient de rencontrer. Ils doivent être bons et habiles serviteurs parce que j'observe qu'ils répètent vite ce que je leur dis, et je vois aussi qu'ils peuvent devenir facilement chrétiens puisqu'il me semble qu'ils n'appartiennent à aucune secte. Page 57. Ils considèrent donc que ce sont des gens sans foi, il faut leur en fournir une. Le projet se fait encore plus concret à la date du 27 novembre. Ainsi, par la suite, on récoltera les bénéfices et on travaillera pour que deviennent chrétiennes ces populations, ce que l'on pourra obtenir sans grand effort parce qu'elles n'ont aucune religion et qu'elles ne sont pas idolâtres. Vos Altesses feront construire ici villes et forteresses, et convertiront ces populations. Page 112. Un projet colonial se dessine, et en conformité à semblable logique, lors de son expédition de 1498, il embarquera avec lui pas moins de 330 colons. Et quand il rentre en Espagne avec une cargaison d'esclaves, la reine Isabelle en est offusquée. À l'époque, les propos tenus par Colomb font partie d'un discours dominant qui était approuvé par l'Église. Il suffit de lire une bulle du pape Nicolas V, Romus Pontifex, qui date de 1445, pour s'en rendre compte. Elle donne une idée de la place prépondérante occupée alors par la papauté et sa diplomatie. Elle est citée par un très bon historien de cette période, François de Médéros, dans son étude L'Occident et l'Afrique, 13e-15e siècle 7. Il s'agit en la circonstance de souligner le travail positif effectué par les Portugais en Guinée, et à tout prendre de justifier l'esclavage. Ils ont transporté beaucoup de nègres de cette région après les avoir fait captifs ou achetés en échange de marchandises. Un grand nombre se sont convertis au christianisme et tout le monde espère que si la progression se poursuit, des peuples entiers semblables à ceux-ci se convertiront ou que pour le moins beaucoup d'âmes seront sauvées. Page 265. Mais on pourrait lui opposer un texte plus tardif qui vient contredire formellement cette version de la préparation au voyage, et qui nous en dit long sur les interminables querelles idéologiques ou théologiques qui culminèrent lors de la controverse de Valladolid, 1547 à 1553. Ces sauvages, oui ou non, peuvent-ils avoir une âme ? Si oui, il ne serait plus question de les traiter comme des bêtes.
Ce texte date du 2 juin 1537, presque un siècle après celui de Nicolas V. Il est dû au pape Paul III. Considérant que les Indiens, étant de véritables hommes, non seulement aptes à recevoir la foi, mais encore, d'après ce que nous apprenons, le désirant fortement, nous déclarons, nonobstant toute opinion contraire, que les 10 Indiens ne pourront être en aucune façon privés de leur liberté ni de la possession de leurs biens. Page 9. C'est que, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Il ne faudrait pas croire que les hommes de cette époque soient restés insensibles au déferlement d'une pareille violence. Peu à peu, un contre-discours se met en place, tout particulièrement avec Bartholomé de la Casa, ce qui va bouleverser de fond en comble la préparation au voyage. En 1552, dans la destruction des Indes neufs, il avait dénoncé avec véhémence les massacres perpétrés sur les Indiens. Nous pouvons donner bon et certain qu'il est mort dit 40 ans, par l'édit de tyrannie et action diabolique des Espagnols, injustement et tyranniquement, plus de 12 millions d'âmes, hommes, femmes et enfants. Page 106. On a souvent dit qu'il était l'un des fondateurs de l'anticolonialisme, ce qui est un non-sens, car il y a lui-même activement participé, mais à sa manière. Car ce que la Casa propose, au lieu d'une improvisation sauvage, c'est un véritable projet chrétien de colonisation. Les 1527, par sa monumentale Historia de la Indias et son Apologetica Historia, il tente de rendre aux Indiens et aux cultures indigènes leur grandeur et leur dignité, en faisant un véritable travail d'historien et d'ethnologue à partir de ce qu'il a pu observer sur place. Et en 1517, dans son Mémorial de 14 Rimédies, il avait proposé un autre mode de rencontre de l'autre, où sous la direction d'un maître espagnol recruté avec soin, des fratries de 7 indigènes favoriseraient un mélange des races et une conversion progressive, sans négliger pour autant une visée coloniale. 10. Les Indiens, voyant que les chrétiens se mettent au travail, prendront le désir d'en faire autant. Ils se mêleront les uns aux autres. Leurs fils et leurs filles se marieront entre eux. Tout cela sera très bénéfique pour son Altesse et ces îles deviendront les meilleures terres et les plus riches du monde. Page 28. Pour lui, il n'est plus question de conquête, au sens où l'entendaient les conquistadors 11. Ce terme ou vocable de conquête, en ce qui concerne les Indes découvertes ou à découvrir, est tyrannique, mahométique, abusif, inique et infernal. Page 29. On ne peut mieux dire. En outre, il pose un problème auquel nous nous sommes déjà heurtés, celui lors de la préparation du voyage, du recrutement des gens que l'on embarque à bord pour établir des contacts avec les indigènes. L'une des idées centrales de la Casa, extrêmement audacieuse pour son époque, c'est que la colonisation est une opération trop importante, la chrétienté y joue son avenir, pour qu'on puisse la confier à des personnes recrutées en dépit du bon sens, sans les compétences requises et guidées par le seul appât du gain. Aussi, lors de ses retours épisodiques en Espagne, il parcourt la Castille pour enrôler des agriculteurs et des moines aptes à assumer de nouvelles fonctions. Il pose donc très nettement le problème de la formation du futur voyageur et colon. La Casa fait partie de ces hommes qui ne peuvent tolérer qu'on aille à la rencontre de l'autre sans un idéal. Et comme il vit à une époque où tout passe encore par le canal du sacré, l'idéal qu'il revendique, c'est bien sûr celui d'une chrétienté rénovée. 3. Ce qui se passe autour du commanditaire. Derrière les propos et les fleurs de rhétorique des voyageurs, un autre discours se profile, comme en filigrane, à savoir le projet exploratif des commanditaires de l'expédition. De tels périples coûtent très cher, trop cher pour qu'un individu puisse les réaliser tout seul. Aussi le voyageur se voit-il contraint de se tourner vers les gens en place, papes ou rois, grandes entreprises commerciales, pour leur demander les fonds nécessaires. Pourquoi les grands de ce monde s'intéressent-ils à ces projets ? C'est essentiellement pour des raisons géopolitiques. Dans cette course effrénée vers de nouveaux continents et de nouvelles richesses, chaque puissance entend bien prendre sa place en marquant ses territoires. Les enjeux sont considérables puisqu'il s'agit de s'assurer une avance confortable, voire une hégémonie par rapport à d'autres puissances qui, au même instant, font exactement la même chose. Un souci demeure, garder la maîtrise des mers, ce dont Colbert XII avait bien conscience lorsqu'il voulut doter notre pays d'une marine digne de ce nom. Voilà pourquoi, dès le XVe siècle, nous assistons à un scénario qui rappelle étrangement la fable de ces hommes qui se disputent la peau d'un ours avant même de s'en être emparés. C'est ainsi qu'en 1493, par la bulle Inter Cetera, les deux grandes puissances maritimes de l'époque, le Portugal et l'Espagne,
se sont partagés le globe en 2 tranches bien nettes, d'un pôle à l'autre, ce qui préfigure un autre partage, celui de Berlin en 1885, où l'Afrique sera découpée en tranches par 14 nations sans se soucier le moins du monde des réactions de l'autre. Cette bulle sera confirmée par le traité de Tordesillas en 1494. Par la suite, d'autres protagonistes vont faire leur apparition, tels que la Hollande, l'Angleterre, la France et la Russie tsariste qui a toujours pratiqué des formes de colonisation interne. Puis viendront, à un moment où l'entreprise impériale en est à son apogée, l'Allemagne et l'Italie suivies par le Japon. Revenons au début de ces grandes explorations. Dans certains cas, c'est le monarque lui-même, tel Henri le Navigateur, 1394 à 1460, qui organise directement de grandes expéditions, notamment le long des côtes africaines. Dans d'autres cas, ainsi en 1462, l'on voit le roi du Portugal confier entièrement ce genre d'affaires à Fernão Gomes, un riche marchand, à condition qu'il explore 600 km de côte par an, ce qui nous vaudra la découverte du Ghana et la pratique d'un redoutable esclavage. D'une façon assez similaire, à la période élisabéthaine, la reine fait confiance à un pauvre gentilhomme du nom de Sir Walter Raleigh, qui devra une fortune considérable à ce genre d'entreprise 13. La curiosité le dispute donc à l'intérêt le plus mercantile. Et cela s'est manifesté dès le milieu du XIIIe siècle, où le pape Innocent IV mandate Jean de Plancarpin, un Italien 14, qui doit rendre visite aux Mongols, pour examiner toutes choses avec soin. 8 ans plus tard, un autre homme d'église, un flamand cette fois-ci, Guillaume de Rubruck 15, est prié par saint Louis de faire de même. En 1255, il fera parvenir au monarque la relation de son voyage. Puis, en 1524, on voit François Ier demander à Giovanni Verrazzano, français mais d'origine florentine, d'aller explorer la côte orientale de l'Amérique du Nord. Et un peu plus tard encore, en 1535, ce sera le tour de Jacques Cartier XVI qui ira faire flotter le drapeau du roi sur les rives du Saint-Laurent au Canada. Le souverain dans ce partage du monde entend bien occuper sa place. Ainsi le pouvoir, papal ou royal, est-il le premier des commanditaires et le plus important. Le grand voyage, c'est une affaire d'État. Et les voyageurs le savent bien, le patriotisme fait aussi partie de leurs préoccupations. En voici un exemple. Quand l'Anglais Hanson effectue son voyage autour du monde, 1740 à 1744, il est alors à la tête d'une escadre armée par l'Amirauté en 1739. Il sait fort bien que ces navires prennent le large pour pouvoir entrer en concurrence avec les Espagnols, et ce n'est pas par hasard qu'il consacre tout un chapitre, ch. 3, à l'histoire de l'escadre équipée par l'Espagne pour traverser l'exécution de nos projets, page 39. On assiste même à un combat naval contre un galion de cette nationalité. Et Hanson ne se prive pas au passage de rappeler la cruauté des Espagnols au Pérou, en particulier celle de Pizarro car nous dit-il, les habitants de ce pays n'ont pas oublié la mort de leur empire, la mort de leur Inca, l'abolition de leur religion et les massacres de leurs ancêtres, page 241. Comme on s'en doute, le message de l'Angleterre ne sera pas le même. À l'en croire, ces hommes se comportent avec une grande humanité. Une expédition de ce type prend donc un aspect ouvertement patriotique puisqu'elle permet à une métropole de déployer sa puissance. De ce fait, la littérature des voyages, même si elle parvient aisément à conserver intact le sens d'un émerveillement devant les nouvelles beautés qui l'attendent, n'en fonctionne pas moins comme le récit d'une reconnaissance effectuée pour un pouvoir qui entend bien y installer des colonies. Ainsi, quand il prend la mer et hisse ses voiles, le capitaine du navire n'est pas aussi innocent qu'il voudrait parfois nous le laisser croire. Mais nous n'en sommes encore pas là. Il nous faut nous attarder un peu plus longtemps sur les quais, toujours pour mieux voir comment un voyage se prépare. Ce sera notre seconde étape. Des EUXIEMES étapes. La PREPARATION au voyage, 2. La continuation des explorations vers la colonisation de nouvelles terres. Sommaire. La découverte par Colomb d'un nouveau monde en 1492 est lourde de conséquences. Un autre existe et il n'est pas chrétien. Peu à peu au fil des ans, et tout particulièrement au siècle des Lumières, la préparation au voyage change de nature. Un débat sur la nature du sauvage, est-il bon ou méchant, va finir par constituer jusqu'à nos jours une autre forme de rhétorique très ambiguë.
La relation avec l'équipage s'humanise, ce qui va se répercuter sur celle que l'on tente d'établir avec les indigènes. Pourtant, lors des expéditions terrestres, la gestion du personnel fait toujours problème. Le projet exploratif devient de plus en plus précis, car il commence à se fixer des objectifs scientifiques. Et les directives des commanditaires se font de plus en plus exigeantes, au point que notre voyageur sait exactement ce qu'il doit faire. L'improvisation n'est plus de mise. Des questionnaires circulent, qui en disent long sur les images que l'on se fait de l'autre. De leur côté, depuis longtemps, les églises ont élaboré une politique de formation de leurs missionnaires. Mais elles n'ont pas été les seules à s'y intéresser. Le voyage est si bien préparé que l'on peut se demander si au départ, d'une certaine façon, il n'est pas déjà fait. 1. Le bouleversement provoqué par le Nouveau Monde, 1492 et au-delà. Les temps ont changé. La découverte de nouveaux mondes a provoqué de profonds bouleversements. Car dans le sillage de Colomb, nous assistons sous une autre forme à une sorte de révolution copernicienne. On ne peut plus maintenant se contenter comme autrefois de légendes surgies du Moyen Âge ou de l'Antiquité, de mythes déjà évoqués comme celui du prêtre Jean XVII. L'Occident se voit maintenant contraint de réviser complètement sa copie. Non, il n'est plus seul dans ce monde qu'il avait pourtant commencé à explorer avec Marco Polo au XIIIe siècle, et il existe d'autres civilisations jusqu'alors ignorées qui ne sont pas chrétiennes. Ainsi a-t-on pu voir la Casa, dès le XVIe siècle, célébrer la grandeur et la beauté des Amérindiens, qui bien que païens sont parvenus à édifier une culture qu'ils comparent à celle de l'Égypte antique. Et elle nous propose d'autres visions de l'univers et de la vie. Assez curieusement, il faut un certain temps à l'Europe pour prendre vraiment conscience de ces bouleversements, même si l'on doit réviser les mapes-mondes de fond en comble, comme l'ont bien montré des historiens comme B. et El Benassar XVIII. Au début, la nouvelle ne s'est diffusée que lentement, comme si des réticences à ce changement ralentissaient la diffusion de tant de nouveautés, comme si l'orgueil occidental ne pouvait supporter cet élargissement considérable de l'univers et s'en retrouvait offensé. Un psychologue parlerait volontiers de blessures narcissiques. Pourtant, l'Occident ne cesse de s'étonner. Les distances s'allongent indéfiniment, et l'on s'aperçoit que la Terre est beaucoup plus grande que ne l'avaient imaginé les anciens. Ainsi, en 1524, voyons-nous Giovanni Varazzano, l'envoyé de François Ier, nous déclarer sans la moindre hésitation 19 : nous trouvons que le globe terrestre est beaucoup plus grand que les anciens ne l'ont vu, et n'en déplaise aux mathématiciens qui voulaient qu'il y eût moins d'eau que de terre, nous avons prouvé le contraire par l'expérience. Page 137. On traverse donc des océans interminables, Colomb, des climats aux saisons inconnues, on découvre une faune, une flore nouvelle, un monde austral aux cimes glacées, Magellan, une lumière qui n'est plus la même à l'approche des tropiques, et beaucoup plus tard sur le continent africain, des fleuves immenses comme le Nil, le Niger ou le Congo dont le tracé demeure un mystère qu'il faudra élucider. 2. Le débat sur le sauvage. 16e-19e siècle, est-il bon ou est-il méchant ? Quand son navire s'écarte du quai et s'apprête à prendre le large, vers de grands espaces marins, le voyageur passe en revue tout ce qu'il a empilé dans ses malles et entassé dans les cales. Mais en même temps, il ressasse tout ce qu'il a lu à propos de cette aventure qu'il s'apprête à vivre, toutes ces idées qu'on lui a mises dans la tête. Il croit sincèrement que ce sont les siennes alors que ce sont celles de son époque. Au milieu de tout cela, se dresse la figure du sauvage. On considère généralement qu'elle a été surtout élaborée au siècle des Lumières, ce qui à notre avis est tout à fait inexact. Il faut remonter beaucoup plus loin dans le temps pour en retrouver la genèse. C'est ainsi qu'au XVIe siècle,
2 récits de voyage ont fait grand bruit, et ont relancé un débat chaleureux qui remonte à la controverse de Valladolid, 1547 à 1553. En 1557, André Tevet, 45, publie Les singularités de la France antarctique. Il s'attarde sur les Tupinambas indiens du Brésil, et il nous dit que ce sont des gens merveilleusement étranges et sauvages, sans foi, sans religion, sans civilité aucune, mais vivant comme bêtes irraisonnables, page 125. Mais ce qu'il leur reproche par-dessus tout, c'est que ce sont des anthropophages, des dévoreurs d'hommes, le plus grande vengeance dont les sauvages usent et qui leur semble la plus cruelle et la plus indigne est de manger leurs ennemis, page 158. Après quoi, il nous décrit la façon barbare dont ils traitent leurs prisonniers en les faisant engraisser comme un chapon en mue jusqu'au temps de le faire mourir, page 160. Notre auteur, et cela pour l'époque est important, est un franciscain et son livre est dédié au cardinal de Sens. L'année suivante, en 1558, Jean de Léry, qui est un réformé, publie 32, Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil. Il s'agit pour lui de s'engager dans une polémique qui lui tient à cœur. Car ces Indiens ne sont pas ceux d'André Tevet, ce ne sont vraiment pas les mêmes, c'est Tupinambao. Je veux montrer qu'il a été aussi assuré menteur qu'impudent calomniateur, page 39. Il ne nie pas, ch. 15, le cannibalisme de ces sauvages en précisant à propos des corps des prisonniers. Tout le monde en mange, femmes et enfants, page 187. Après quoi, il développe un argumentaire qui fera long feu puisqu'on le retrouvera plus tard chez l'abbé Raynal au XVIIIe siècle. Pour l'essentiel, il s'agit de contester formellement la prétendue sauvagerie des Indiens comme le fait Tevet qui affirme qu'ils ne sont que des barbares. Jean de Léry lui réplique qu'en dépit de leur anthropophagie, ce sont des êtres doux, hospitaliers et serviables. Ainsi, si par certains côtés ils sont de méchants sauvages, sous d'autres aspects, ils sont bons. Je regrette vraiment de ne pas être parmi les sauvages. Mais il va plus loin, considérant que les barbares sont dans notre propre camp, qu'il est trop facile d'attribuer à ces gens ce que nous vivons nous-mêmes. Et nous ne cessons d'en donner de sinistres exemples, ainsi à propos de ce qui s'est passé lors des massacres de la Saint-Barthélemy. Et sans aller plus loin en la France, quoi ? Je suis français et me fâche de le dire, durant la sanglante tragédie qui commença à Paris le 24 août 1572. La Grèce des corps humains qui d'une façon plus barbare et cruelle que celle des sauvages furent massacrés dans Lyon, après s'être retirés de la rivière Saône, ne fut-elle pas publiquement vendue au plus offrant et dernier enchérisseur ? Page 193. Par la suite, il nous citera des cas d'anthropophagie commis par ses frères protestants affamés lors du siège de Sancervin. Ainsi sommes-nous de véritables sauvages. De la sorte, on passe petit à petit d'un dénigrement systématique de l'autre à sa réhabilitation, voire à son idéalisation. Ce sauvage fait rêver. Le voyageur s'en fabrique des images, il les invente en grande partie. De quelle nature sont-elles ? Elles se situent très simplement à l'inverse de ceux que nous sommes. On projette sur lui tous nos désirs inassouvis, les déceptions que nous procure notre propre civilisation. Et tout ceci apparaît bien avant le siècle des Lumières. Voici par exemple un texte d'Americo Vespucci, tiré de sa lettre sur les îles nouvellement découvertes dans ses 4 voyages, composé à Lisbonne en 1504-21. Ils n'ont de vêtements ni de laine, ni de lin, ni de coton, car ils n'en ont nul besoin, et il n'y a chez eux aucun patrimoine, tous les biens sont communs à tous. Ils vivent sans roi ni gouverneur, et chacun est à lui-même son propre maître. Ils ont autant d'épouses qu'il leur plaît, et le fils vit avec la mère, le frère avec la sœur, le cousin avec la cousine, et chaque homme avec la première femme venue. Ils rompent leur mariage aussi souvent qu'ils veulent, et n'observent à cet égard aucune loi. Ils n'ont ni temple ni religion, et ne sont pas des idolâtres. Que puis-je dire de plus ? Ils vivent selon la nature. Quel beau portrait ! Que leur sexualité et leurs mœurs sont enviables. Pourtant, Vespucci n'en est pas à une contradiction près, puisqu'il décrit plus loin d'autres peuplades comme d'horribles barbares et se plaint dans son premier voyage, que l'on se soit emparé d'un homme de l'équipage pour le griller et le dévorer. Et ces bons sauvages n'en constituent pas moins une marchandise appréciable. 22. Et nous aussi nous fîmes voile pour l'Espagne avec 222 captifs esclaves et nous arrivâmes au port de Cadix le 15 octobre 1498, où nous fûmes bien reçus et nous vendîmes nos esclaves. Mais en quoi ces récits de voyage ont-ils pu changer des mentalités,
et des idéologies dominantes. En quoi ont-ils pu exercer une influence sur les grands écrivains du moment? On peut dire que progressivement ils vont transformer la vision d'un certain nombre d'entre eux, ainsi celle de Montaigne et du groupe de la Pléiade, et plus particulièrement celle de Ronsard dans les Aïls infortunés. Cartevert, entre autres, nous a proposé 23. La naturelle histoire. Des peuples qui de nous connus à peine histoire. Montaigne 24, dans ses essais, nous déclare sans embâche à propos des explorations et conquêtes coloniales: jamais l'ambition, jamais les inimitiés publiques ne poussèrent les hommes les uns contre les autres à de si horribles hostilités et calamités si misérables. Et comme Jean de Léry, il dénonce tous les abus qui ont pu être commis à propos de ces cannibales. Au rebours, nous nous sommes servis de leur ignorance et inexpérience à les plier plus facilement vers la trahison, luxure, avarice et vers toutes sortes d'inhumanité et de cruauté, à l'exemple patron de nos mœurs, page 876. Ainsi serions-nous en grande partie responsables de leur sauvagerie. La Renaissance est friande de ce genre de récits, et une enquête menée par Friedrich Wolfzettel 25 nous le confirme. À vrai dire, plus les voyages se développent, plus les récits se multiplient, plus le lectorat et l'influence de cette littérature vont en s'accroissant, et plus les échanges entre grande littérature et celle des récits d'exploration s'enrichissent mutuellement. On assiste alors à un perpétuel va-et-vient. Si nous nous déplaçons maintenant au XVIIe siècle, dans la relation d'un voyage au Levant en 1656 de Jean Thévenot 26, nous pouvons lire ce qui suit. Le désir de voyager a toujours resté fort naturel aux hommes. Il me semble que jamais cette passion ne les a pressés avec tant de force qu'en nos jours. Le grand nombre de voyageurs qui se rencontrent en toutes les parties de la Terre prouve assez bien la proposition que j'avance, et la quantité de beaux voyages imprimés qui ont paru depuis 20 ans ostent toute raison d'en douter. Par ailleurs, un an plus tôt, en 1663, Chapelain 27, dans l'une de ses lettres à Carrel de Sainte-Garde, nous précise que Nostré Nation a changé de gouste pour les lectures, et au lieu des romans qui sont tombés avec la Calprenède, les voyages sont venus en crédit et tiennent le haut bout dans la cour et dans la ville. En tout état de cause, dès la fin du XVIIe siècle, on peut constater que le discours et la rhétorique autour du bon sauvage sont déjà bien au point, et que le siècle des Lumières ne fera que les développer. Nous en avons une preuve éclatante avec la publication, en 1703, des dialogues de Monsieur le baron de La Hontan et d'un sauvage dans l'Amérique. En 1683, il s'était embarqué pour le Canada afin d'y faire la guerre aux Iroquois, ce qui ne lui convenait pas du tout puisqu'il dénoncera la colonisation en cours. Il voyage, il explore beaucoup, goûte à la pleine liberté des coureurs des bois, ce qui va donner lieu à de nombreux récits d'exploration. Ces dialogues auraient été composés en 1688, à partir de conversations qu'il aurait eues avec un chef huron, comte d'Arionc. Ici, il devient un dario et administre une volée de bois vert aux jésuites, aux gens d'église, à l'obsession occidentale d'un monothéisme intransigeant, aux commerçants, aux juges qui inventent des prisons inconnues des Indiens. Après quoi il s'attaque aux institutions qui nous sont les plus chères, comme le mariage et la propriété. Et quand La Hontan lui demande si nous ne serions pas finalement les gens du monde les plus malheureux, Addario lui répond: Vous l'êtes assez déjà, je ne conçois pas que vous puissiez l'être davantage. Oh, quel genre d'hommes sont les Européens! Oh, quelle sorte de créatures! Qui font le bien par force, Esperluette n'évite à faire le mal que par la crainte des châtiments? Il lui semble que c'est bien au niveau de notre éthique que nous sommes les plus faibles. J'appelle un homme celui qui a un penchant naturel à faire le bien, et qui ne songe jamais à faire du mal. Tu vois bien que nous n'avons point des juges, pourquoi? Parce que nous n'avons point de querelle, ni de procès. C'est parce que nous ne voulons point recevoir, ni connoître l'argent. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas admettre cet argent? C'est parce que nous ne voulons pas de loi. Esperluette, que depuis que le monde est monde, nos pères ont vécu sans cela. Car tout dans notre société reposerait sur une équation de base, celle du tien et du mien. Ainsi, dans cette féroce diatribe, nous trouvons déjà la plupart des arguments qui apparaîtront ensuite chez Voltaire, les contes et plus particulièrement l'ingénu, Rousseau, l'idée d'un contrat ou Diderot, son supplément au voyage de Bougainville. Et au-delà des polémiques, une même question fondamentale sous-tend ce débat. Oh, mais comment peut-on être Huron? On répond par « mais comment peut-on être Européen ?»
Le mythe du bon sauvage devient ainsi un contre-modèle dans lequel le civilisé peut lire son jugement et se retrouver comme dans un miroir. Cela, Addario l'avait fort bien compris lorsque dans sa dernière réplique il s'adressait à nous comme suit. « Oh, mon cher frère, les Français ont-ils bien l'esprit d'appeler ces gens-là sauvages ?» Poursuivons notre promenade dans le temps. Durant la période qui va suivre, on va discuter à n'en plus finir sur ce problème du sauvage. Un nouveau contre-discours commence à se mettre en place. Plus que jamais, le récit de voyage est d'actualité. Rousseau ne nous a-t-il pas déclaré dans ses Confessions ? J'ai passé ma vie à lire des relations de voyage 28 ? La bibliothèque de Voltaire, celle de Diderot et des encyclopédistes comprennent de nombreux ouvrages de ce type. À peine Bougainville a-t-il publié son voyage autour du monde que Diderot compose en 1773 son supplément au voyage de Bougainville, ouvrage satirique sur lequel nous reviendrons plus loin. Un an plus tôt, dans son Histoire philosophique et politique des deux Indes de l'abbé Raynal 29 se penche à son tour sur ce problème du sauvage. Ce livre, composé dans le contexte des luttes anti-esclavagistes du temps, et qui doit beaucoup à Diderot, a connu dès sa première édition un succès considérable. Notre abbé reprend un argumentaire qui était déjà celui de Jean de Léry, en dénonçant les forfaits de ces prétendus civilisés que nous sommes. En fait, le vrai sauvage, c'est l'occidental, barbares européens. L'éclat de vos entreprises ne m'en a point imposé, page 49. Il se tourne ensuite vers les Indiens, malheureux Indiens. Tâchez de vous accoutumer à vos fers, page 68. Il lance alors à leur adresse un appel à l'insurrection. Il se livre de la sorte à un procès de la colonisation, qui n'est pas sans rappeler celui intenté bien avant lui par la Casa. De quel droit les colonisez-vous, c'est naturel, nous dit-il, car au lieu de reconnaître dans cet homme un frère, vous n'y voyez qu'un esclave, une bête de somme. Page 121. Vers la fin de sa diatribe, il se lance dans un débat très vif sur la littérature des voyages dans laquelle il a abondamment puisé, en pesant le pour et le contre, ce qui nous vaut un curieux mélange très contradictoire d'éloges. Les voyages sur toutes les mers ont affaibli la morgue nationale, suivi de critiques acerbes. Depuis les audacieuses tentatives de Colomb et de Gama, l'on continue à parcourir tous les climats vers l'un et l'autre pôle pour y trouver quelques continents à envahir, quelques îles à ravager, quelques peuples à dépouiller, à subjuguer, à massacrer, pp 368, 37-80. N'oublions pas qu'à la même période, l'abbé Prévost avait publié un énorme recensement de récits de voyages et d'exploration. Un peu plus tard, en 1808, l'abbé Grégoire lance un brûlot de la littérature, des nègres, où recherche sur leurs facultés intellectuelles, leurs qualités morales et leur littérature, sorte de pamphlet où il entend bien redresser l'injuste sort réservé à ces sauvages 30. Je m'étais imposé le devoir de prouver que ces nègres sont capables de vertu et talents. Je l'ai établi par le raisonnement plus encore par les faits, page 279. Il nous présente une réhabilitation de Toussaint Louverture, ce qui est d'une grande audace pour l'époque si l'on songe que ces événements étaient fort récents à partir de 1801, ainsi qu'une présentation du premier écrivain africain, ancien esclave, Oloda Equiano dont l'autobiographie avait été éditée à Londres en 1789-31. Que de débats, et que d'audace généreuse. Derrière tout cela, on sent très fortement la présence de Jean-Jacques Rousseau. Il a exercé une réelle influence sur nombre de voyageurs, tels Bougainville ou Coux. Dès 1755, dans son discours sur l'inégalité, il avance l'idée que l'homme est né bon, que c'est la société qui le rend mauvais ou méchant en le corrompant. On se souvient également que dans le Contrat social, en 1762, il traite de ces naturels, de ceux qui n'ont point encore porté le joug des lois. En signant ce contrat avec la société, les hommes abdiquent de leur liberté première. Il y a dans tous ces écrits comme une nostalgie d'un âge d'or disparu, un rêve d'un lointain passé que l'on devrait pouvoir retrouver en allant voyager dans des espaces lointains, comme il apparaît bien 32 dans les Confessions. Oubliant tout à fait la race humaine, je me fie des sociétés de créatures parfaites, aussi célestes par leur vertu que par leur beauté, d'amis sûrs, tendres, fidèles, tels que je n'en trouvais jamais ici-bas, page 419. Ainsi ce monde en sa prime jeunesse devait-il avoir quelque chose de paradisiaque. C'est précisément cette tonalité que nous allons retrouver chez Bougainville 33, dans son voyage autour du monde, lorsqu'il nous invite à contempler des paysages comme celui-ci.
je me croyais transporté dans le jardin d'Éden. Un peuple nombreux y jouit des trésors que la nature verse à pleine main sur lui, page 235. Ces constructions de l'imaginaire sont tenaces. Même si l'on est mieux informé de la véritable nature de ce sauvage, on s'entête à vouloir garder de lui une image qui nous convient, qui répond à nos souhaits, et qu'importe si elle ne correspond pas vraiment à ce qu'il est. En voici un autre exemple, beaucoup plus tardif, puisque ce voyageur se nomme Chateaubriand. Dans ses Mémoires d'outre-tombe, 1848 à 1850, on le voit nous présenter une scène des plus surprenantes à laquelle il a assisté lors de son séjour en Amérique 34. La voici. Un petit Français poudré et frisé, habit vert pomme, veste de droguet, jabot et manchette de mousseline, raclait un violon de poche et faisait danser Madelon Friquet à ses Iroquois. Monsieur Violet, tenant son petit violon entre son menton et sa poitrine, accordait l'instrument fatal. Il criait aux Iroquois, « À vos places !» Et toute la troupe sautait comme une bande de démons. pp 282 à 283. Quelle mise en scène! Elle nous semble très révélatrice de ce que nous venons de signaler, puisque nous voyons un Européen gratter son violon pour faire danser des Iroquois, au son d'une musique, ils en ont une, qui n'est pas la leur, mais la sienne, une danse populaire française de cette époque. De cette façon, le blanc apprivoise le sauvage pour pouvoir le donner en spectacle à ses frères. Il fera partie de nos meubles, et après l'avoir domestiqué, il deviendra, comme c'est déjà le cas ici, un objet de tourisme. Car à tout prendre, qui est-il, ce sauvage laborieusement fabriqué de toutes pièces siècle après siècle, sinon une invention du civilisé qui fait de lui son contraire, son image inversée? Ils sont bel et bien tout ce que nous ne sommes pas, tout ce que nous n'aimons pas en nous. Les images que nous nous faisons d'eux nous amènent à modifier celles que nous avons de nous-mêmes. Ils finissent donc par représenter une construction de nos imaginaires, une commodité, qui permet certes de rêver sur ce que nous ne sommes plus et n'avons jamais été, du moins dans les termes qui sont ceux des Iroquois, car cette vision est déformante, elle attribue dans ce texte comme dans beaucoup d'autres, qu'il s'agisse d'Indiens, d'Africains ou de Tahitiens toute une série de traits communs qu'ils ne sont certainement pas prêts de partager puisqu'ils appartiennent à des cultures différentes. Mais par-delà cet effacement, ce gommage de différences historiques, par-delà cette généralisation outrancière, au travers même du concept de sauvage, fût-il bon ou mauvais, on profite de cette différence qui est réelle pour asseoir notre autorité de dominateur et de supérieur. Car du fait de la colonisation, leur sort est entre nos mains. Il va donc s'agir de les protéger tout en les amenant vers le progrès que nous représentons. Ce discours abonde en contradictions, et nous ne cesserons de le retrouver sous diverses formes tout au long de notre voyage. En outre, et cela a quelque chose de choquant, ce sauvage dont on fait tellement l'éloge n'en est pas moins souvent réduit à un sort atroce, celui de l'esclavage. Ceci ne semble guère heurter les bons esprits qui célèbrent les vertus de cet homme primitif, sans pour autant toujours dénoncer la situation qui lui est réservée. Enfin, ces images inversées présentaient un autre avantage. Elles permettaient de critiquer sans grand dommage la société dans laquelle l'on vivait alors. Le plus étonnant, c'est de voir à quel point cette invention traîne encore dans nos mémoires collectives, ainsi dans le champ de l'anthropologie. Il suffit de lire l'ouvrage publié en 1979-35 sous la direction de Jean-Loup Ancel, Le sauvage à la mode, pour en prendre conscience. En effet, à en croire les auteurs de ce livre, on trouverait trop de traces de rousseauisme chez Claude Lévi-Strauss ou Pierre Clastres. Le débat se poursuit. Et comme nous venons de le voir, il existe bien une préparation idéologique au voyage. Elle n'est pas dissociable de l'histoire des mentalités, puisqu'elle y participe très activement. 3. Le problème des équipages et celui de l'escorte, de quelques progrès et brutalité. Laissons là nos sauvages, et revenons aux hommes civilisés qui sont à bord. Nos voyageurs se heurtent toujours aux mêmes difficultés. Les équipages sont encore recrutés plus ou moins de force. En Angleterre comme en France, on a recours, ce dont la littérature de l'époque témoigne, ainsi chez Fielding ou Smollett en 1748, à des presse-gangs de sinistre réputation 36. Quelques matelots bien vêtus, accompagnés d'un sous-officier à l'uniforme resplendissant entraînent d'un homme jeune et vigoureux dans une taverne, le font boire abondamment puis l'emportent à bord sans autre forme de procès. La nourriture est toujours aussi infecte.
Dans son voyage à l'île de France, un officier du roi à l'île Maurice 1768 à 1770, Bernardin de Saint-Pierre ne mâche pas ces mots. 43, page 64. Les matelots sont très mal nourris. Leur biscuit est plein de vers. Le bœuf salé au bout de quelque temps devient une nourriture désagréable et malsaine. Et quand on lit le journal de bord de James Morrison, second maître à bord de la Bounty, qui se déroule de 1789 à 1792, 40, l'on comprend que la mutinerie qui s'était déroulée à bord et qui a été rendue célèbre par le cinéma était due pour l'essentiel à un traitement excessivement sévère de l'équipage autant qu'à une nourriture détestable. L'origine même de cette révolte collective fait songer à une scène centrale du cuirassé Potemkin d'Eisenstein, où des marins refusent d'absorber une miche de pain grouillant de verre. Sur la Bounty, la capitaine Blick prétend garder pour lui seul les noix de coco amoncelées sur le pont, fruit d'un négoce avec les insulaires. Or les hommes n'en peuvent plus de manger des viandes avariées et des citrouilles pourries. C'en est trop. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Tout dépend du caractère du capitaine. Dans ses relations de voyage autour du monde, 1768 à 1771, nous voyons James Cook veiller tout particulièrement à la santé de ses hommes, même s'il entend bien exercer sur eux toute l'autorité nécessaire. Il prône l'usage de la choucroute, remède miracle contre le scorbut. Effectivement, il obtient d'excellents résultats, en est très fier, et ceux qui le suivront s'en souviendront. Soit dit en passant, les Chinois avaient résolu ce problème depuis fort longtemps en absorbant du soja. De la même façon, Cook se soucie beaucoup de la relation avec les indigènes, car il n'a pas oublié les abus du passé et entend y mettre un terme. Il édictait donc des règles de conduite très précises, car il faut s'efforcer par tous les moyens honnêtes de faire amitié avec les naturels et faire toujours preuve d'humanité dans les relations avec eux. 12, page 35. Les incartades à ce code de conduite, ainsi que l'alcoolisme ambiant, seront sévèrement punis. James Mara, un aide-canonnier, déserte car il préfère, comme on le comprend, la vie douce de Tahiti en compagnie de Vainé à celle qu'il mène à bord et qui n'a rien de particulièrement érotique. Cook témoigne pourtant de quelque indulgence quand il nous déclare « Je ne le trouvais pas si coupable ». Il attribue sa grande naïveté à un manque d'instruction. C'est un homme simple, qui a très peu bénéficié d'un enseignement scolaire, page 240. Mara restera quelque temps dans l'île, mais quand on le retrouve, on le met au fer. Tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, les expéditions terrestres qui vont en se multipliant connaissent le même genre de difficultés que les maritimes, en particulier à propos de la gestion du personnel. Car si elles comportent quelques Européens, elles traînent également dans leur sillage des interprètes, des guides, des porteurs et des soldats indigènes qui ne sont pas toujours, il s'en faut, très motivés. Ainsi, dès le départ, se pose à l'intérieur même de la colonne le problème de la relation à l'autre. Quelques exemples vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Mungo Park, dans son voyage à l'intérieur de l'Afrique, nous décrit son premier périple, en 1796, suivi d'un second en 1805, qui s'est terminé par une lamentable catastrophe puisque Park mourra de noyade en se jetant à l'eau. Il n'y aura pas le moindre survivant. Or, les préparatifs de ce second voyage nous en apprennent beaucoup sur les difficultés rencontrées par notre explorateur, 42, page 353. Des 34 soldats et des 4 charpentiers qui quittèrent la Gambie, seuls 6 soldats et un charpentier atteignirent le Niger. Et il n'est pas au bout de ses peines. À cela, il faut ajouter 50 ânes et 6 chevaux. Tout au long de cet épuisant voyage, on ne cesse de lui voler ses affaires et de le dépouiller petit à petit de tous ses biens. Il se heurte à tout instant à une vénalité têtue. Lors de sa première expédition, il lui faut souvent verser un bakchich à l'entrée comme à la sortie de la moindre bourgade. Le cas de Henry Morton Stanley 37 est bien différent, car il révèle une véritable brutalité des rapports. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.